Du côté du greffe, dernièrement, on a travaillé sur un projet qui est quand même assez intéressant, qui sont le projet Bleu, Blanc, Rouge de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Le projet Bleu, Blanc, Rouge, en fait, c'est l'installation dans 5 quartiers défavorisés de Montréal d'une patinoire extérieure réfrigérée, donc qui peut être utilisée plus longtemps durant l'hiver et qui est toujours de bonne qualité. C'est ça, à l'intérieur de 5 quartiers défavorisés. Il y a eu Saint-Michel, tout d'abord, Montréal-Nord, sur lequel le greffe a travaillé, Verdun, Notre-Dame-de-Grâce et j'ai oublié le dernier. Verdun, Notre-Dame-de-Grâce et bon. Maintenant, on est en train de penser également à ce projet-là tellement bien fonctionné qu'on est en train de réfléchir à l'amener ailleurs qu'à Montréal, donc en région. Donc, c'est un des projets forts de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. On a travaillé, nous, sur Montréal-Nord, donc un quartier très défavorisé, un quartier très multiethnique également, très jeune, mais également avec beaucoup de personnes âgées. Donc, il y a comme une espèce de séparation générationnelle à l'intérieur du quartier. Ce projet-là a été pris en charge par... en fait, c'est un projet multisectoriel. Il a été pris en charge par la Fondation, par l'arrondissement à travers la direction des sports, loisirs, culture et développement communautaire, et par un organisme qui s'appelle le REMES, qui met en place, qui en fait regroupe les écoles, les organismes communautaires également et les associations sportives. La gestion de l'équipement est faite par l'arrondissement même, mais toujours en lien avec le REMES. Donc, cette espèce de partenariat a fait en sorte que la population a pu s'approprier plus facilement cet espace-là parce qu'on travaillait directement dessus. Vite fait, les résultats qui sont sortis, bien, en fait, qui en sont sortis plutôt, la patinoire est devenue un réel vecteur de socialisation. Donc, beaucoup de jeunes qui l'utilisaient ont réussi à nouer de nouveaux contacts. Ça a été... il y a eu une importance des éléments de plaisir et de bien-être, évidemment. Une découverte, voire une redécouverte d'une pratique de loisirs. Donc, on a dit que c'était un quartier multiculturel. Beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de Maghrébins également, donc de première génération, d'immigrants de première génération. Évidemment, le patinage, disons que ce n'est pas ancré dans leur culture nécessairement. Et ça leur a permis de toucher un peu plus la culture québécoise, la culture canadienne, et de découvrir une nouvelle activité qu'ils peuvent faire l'hiver. Donc, un renforcement de l'attachement affectif avec le quartier, une découverte d'un sport, mais pas forcément poursuite de cette pratique parce qu'on va voir plus tard, l'accessibilité économique n'était pas au rendez-vous, disons. Une appropriation citoyenne, on en a parlé, donc un lieu reconnu par les acteurs sociaux, des mécanismes d'information à développer, et puis une fierté citoyenne. Hein. Il y a seulement 5 patinoires de ce type-là à Montréal. Les gens viennent de Laval pour patiner des arrondissements voisins. Donc, il y a une certaine fierté à Montréal-Nord d'avoir cette patinoire-là. Une sous-représentativité des organismes communautaires était, surtout en hiver, en fait, c'est principalement par un manque de ressources humaines, mais aussi par un manque d'informations, à savoir comment est-ce qu'on peut utiliser la patinoire. Et finalement, une fréquentation scolaire assez élevée, ce qui est très intéressant. Il y a 5 à 6, en fait, écoles qui sont à proximité de cette patinoire-là. Et cette patinoire-là est devenue vraiment un plateau sportif. Donc, au-delà du gymnase, l'hiver, on utilise cette patinoire-là pour faire les cours d'activité physique. Bon, donc ça a été un projet concluant qui demande néanmoins plusieurs ajustements sur le court et le moyen terme. Des ajustements à y apporter, on en a parlé, c'est l'amélioration de l'activité économique. C'est un quartier où la population est relativement pauvre et donc l'achat de patins ou d'équipements, de matériel pour le patinage, ce n'est pas une priorité. En ce moment, à la patinoire, on permet le prêt de matériel, donc de patins ou de casques, mais seulement pour
pour les groupes organisés, donc les écoles ou les organismes communautaires. Et les gens qui veulent venir durant leur temps libre patiner par eux-mêmes n'ont pas accès à ce matériel-là. Donc, ça en décourage plusieurs. Mise en place d'encadrement et d'animation, là, ça touche beaucoup plus le côté multiculturel. Plusieurs jeunes ne savent pas patiner et donc ne viennent pas essayer parce que, ne sachant pas comment. Et beaucoup de parents aussi trouvent que c'est une activité très dangereuse. Hein, qu'on ne l'a jamais fait, une glace c'est solide, tomber dessus, ça peut faire mal. Donc, on décourage un peu les enfants à y aller. Et finalement, un soutien aux organismes qui l'utilisent, qui ont un manque de ressources financières et humaines. Donc, peut-être continuer ce partenariat-là, l'amener à aller ailleurs, peut-être avec les universités, les gens qui étudient en kinésio, qui peuvent faire de l'animation directement sur le site. Il y a quelques projets qui font ce genre de trucs. À Laval, à Chomédé, il y a des cours de patinage gratuits qui se donnent la fin de semaine aux jeunes qui veulent venir s'inscrire. Donc, c'est des projets qui peuvent être très intéressants et qui peuvent amener un plus grand niveau d'activité physique chez les jeunes et chez la population en général. Voilà, merci. Oui. Mais c'est sûr que quand c'est planifié d'avance et on ne tient pas compte des besoins de cette population-là, c'est très difficile pour la population de se l'approprier. Mais il y a beaucoup de... Je pense entre autres à un projet qui a été fait en Australie, le Waitangi Park, la ville voulait réaménager le front de mer. Et ça a été un projet d'envergure qui a été divisé en 3 sections, qui a pris du temps à faire. Mais il y a certains aménagements à l'intérieur de ce réaménagement-là, plus général, où on a utilisé la population. Par exemple, avant qu'on décide de réaménager, l'espace était très utilisé par les skaters. Ils utilisaient cet espace-là. Donc, au lieu de les mettre de côté, on a décidé de faire un espace pour eux, de le réaménager avec eux. Donc, il y a un concepteur professionnel qui est venu. On a fait un regroupement des skateurs qui utilisaient cet espace-là. Et les deux ont travaillé conjointement pour créer un skatepark à leur image. Donc, ça peut être le genre de truc qui amène une population à s'approprier cet espace-là. Il y avait également sur le même site un mur pour graffiteurs. On a laissé un mur qui est complètement pour la population, pour les graffiteurs, à eux de l'utiliser, à eux de l'exploiter comme ils veulent. Donc, ce sont vraiment des outils ou des stratégies qu'on met en place pour que la population puisse se réapproprier cet espace-là. Oui, évidemment. Évidemment. Moi. Oui, mais en aménagement, je veux dire, dans un espace public, à un moment donné, on n'a pas le choix non plus, là. Donc, mais l'appropriation se fait aussi par l'utilisation. Donc, plus on utilise un espace, plus cet espace-là répond à nos besoins, plus on va se l'approprier, plus on va l'utiliser dans ces règles-là, comme tu dis. Mais on va l'utiliser, c'est ça, dans cet encadrement-là pour répondre à ce que nous, on a besoin. Donc, c'est de cette manière-là aussi on peut se réapproprier un espace, oui. Je me demandais si le skatepark a-t-il été réalisé en collaboration ou en discussion avec les skaters? Oui, c'est ça. En fait, le design du skatepark a été fait en collaboration avec les skaters. Okay. Donc, c'est vraiment un concepteur professionnel qui s'est assis avec ces gens-là, puis on a dessiné ce skatepark-là. Ben, je pense que c'est déjà un shift intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de skaters qui ont fait la critique que souvent, ça allait à l'encontre de leur désir d'exploration dans l'espace, de leur donner un skatepark. Donc, je pense déjà comme étape de transition de vouloir le faire avec eux. Parce que souvent, je le sais par expérience, que j'en ai un pas loin de chez moi,
il leur a été imposé, puis ils n'ont jamais pu participer moindrement à son design. Donc, je trouve que c'est intéressant de faire Mais il y a aussi un peu le côté à double tranchant de cette histoire-là. Il y a une ville au Québec qui a voulu faire la même chose, donc mettre en place, c'est encore un skatepark avec les skateurs qui l'utilisaient, mais on a tellement attendu longtemps pour le dessiner, pour le mettre en place, que ces jeunes-là n'étaient plus intéressés par la pratique de ce sport-là. Donc, on a investi, mais on a investi pour absolument rien. On a eu les plans, on a tout eu, mais finalement, on ne l'a pas construit parce que cette population-là n'était plus intéressée, elle n'existait plus. Donc, il faut tenir compte également de ça. Est-ce que je fais juste une question technique, mais est-ce que le Sky, on appelle du Sky Cycling, est-ce que ça a été réalisé à Londres? En fait, le projet, je pense que c'est en phase parce que le projet, on en discutait en novembre 2012. Les plans ont été mis en place en novembre 2012, donc je crois c'est en 2014 qu'il va ouvrir, en 2014. Puis c'est ça va être des pistes cyclables, en fait, payantes par contre, mais c'est quelque chose à 1,50 $ d'utilisation. Donc, il y a toujours deux côtés à une médaille. Hein. Je pourrais te trouver le nom. Je ne sais pas si je l'ai. Oui. Non, évidemment. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Oui, c'est sûr et certain. Puis on remarque, par exemple, chez les adolescentes, de plus en plus, rendues à l'adolescence, plusieurs filles sont de moins en moins intéressées à faire une activité sportive, préfèrent toutes les activités sociales, par exemple. Il y a des projets qui existent ou qui ont déjà été tentés. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, je n'ai pas vraiment de résultats par rapport à ça, mais c'est de créer des aménagements pour ces rencontres sociales-là, mais où on peut se promener. Par exemple, des espaces verts ou des espaces boisés ou à l'intérieur de la ville même, ou juste des promenades sur front de mer ou à côté de l'eau, où ces filles-là peuvent faire des rencontres sociales, mais toujours en visitant un espace, en bougeant continuellement. Donc, pas nécessairement de faire une activité physique, mais c'est aussi un changement d'habitude de vie. Hein? Donc, au lieu d'utiliser mon auto, je préfère prendre la bicyclette ou je préfère prendre le transport en commun, tout simplement. Ces éléments-là aussi amènent une activité physique. C'est ça. Oui. Je sais qu'au Québec, ça commence de plus en plus. Dans la grande région métropolitaine, du moins, ça commence de plus en plus. Longueuil en fait, Sainte-Julie en a un, je crois. À Laval, il y en a un. Donc, ces villes de plus petite, un peu plus petite dimension s'y intéressent, mais je sais que avec la grande région métropolitaine, on s'est rassemblés les différentes villes de la grande région métropolitaine et on a été visiter ce qui est l'exemple type d'un TOD qui fonctionne, qui est à Arlington, qui est une banlieue de Washington. Et on est allé visiter, on est allé voir comment ça se passe là-bas, c'est quoi les impacts de tel aménagement. Et puis, c'est assez drôle parce qu'on a fait une présentation là-dessus et il y a des choses qui ont été dites qui sont absolument... je ne peux pas comprendre. Là, on parle ils ont visité... Il y a une madame qui disait on a visité un
une place centrale. Et c'est génial. Ils ont pensé à mettre de la lumière. C'est beaucoup plus sécuritaire la nuit d'avoir de la lumière. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'aller à Arlington pour penser à ça, là, que pour que ce soit sécuritaire la nuit, il faut que tu puisses voir quelque chose, tu sais. Mais ça commence de plus en plus. Non, c'est de plus en plus, c'est de plus en plus à la mode, ce type de... Mais encore une fois, ça demande nécessairement un travail de partenariat, un travail intersectoriel, tu sais, avec... je pense à Laval, il faut travailler la ville conjointement avec la STL, conjointement avec les gens qui ont déjà une propriété. Donc, c'est un travail d'envergure, mais qui fait son petit bout de chemin, là.